Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, bonjour Nicolas. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter Aquiflore? Alors, Aquiflore, ça se résume en deux mots, jardinerie aquatique. Donc, on est un gros magasin, on est quand même sur plusieurs milliers de mètres carrés, avec un énorme espace de démonstration et dédié essentiellement au jardin aquatique. Donc, on a tout le matériel de A à Z pour créer une pièce d'eau, que ce soit naturel, jardin aquatique, bassin à koi. Et alors, on a une grosse équipe, on est 14 personnes chez Aquiflore. Donc, la force du magasin, c'est l'accueil, le service et la qualité. Donc, l'accueil, parce qu'on est, on est nombreux, on essaye toujours de pouvoir correctement conseiller le client. Le service, parce qu'on a un service complet, parce qu'on fait d'abord tous les conseils. On a un service dépannage pour tout ce qui est matériel technique, que ce soit les pompes, les UV, les pompères et tout ça. Et on a aussi un dépistage des maladies de poissons. Donc, si vous avez des poissons malades, vous pouvez venir avec vos poissons, avec un poisson malade ou fraîchement mort. Quand je dis fraîchement mort, c'est quelques heures, pas un poisson qui commence à sentir, là, on ne sait plus rien voir dessus. Et alors, on fait un frottis des muqueuses, on regarde au microscope et on peut voir si soit c'est un problème de parasite, soit un problème de bactéries, ou alors vous venez avec un échantillon d'eau et on peut tester l'eau, tester les paramètres de l'eau et voir si ce n'est pas aussi un problème de qualité d'eau, si vous avez des problèmes avec vos poissons. Alors, ce qui est important aussi, c'est la qualité de l'eau. Donc, n'hésitez pas à venir chez Aquiflore avec un échantillon d'eau, 100 ml, dans un pot en plastique bien nettoyé, pas qui a contenu des boissons pétillantes, donc pas une bouteille de soda, parce qu'alors le pH ne sera pas bon, ou un bocal en verre. Et alors, on peut analyser les paramètres, pH, dureté, nitrite, ammoniac, et vous donner éventuellement les produits nécessaires à rectifier les différents paramètres de l'eau. Alors, Aquiflore se situe en plein centre de la Belgique. On est au sud de Bruxelles, dans le Brabant wallon. Si vous prenez le triangle, Leuven, Wavre et Jodogne, on est en plein milieu. Donc, on est dans un petit village qui s'appelle Nodebay, qui est sur la commune de Beauvechain. Comme partout, vous tapez Aquiflore sur Internet et vous aurez de toute façon l'itinéraire, que ce soit sur Waze, que ce soit sur Maps, et vous arriverez chez nous. Rien que de venir chez nous, c'est déjà rien qu'une balade parce qu'on est au milieu de la campagne. On n'est pas au bord d'un grand axe routier. Il y a plein de chouettes choses à visiter. Le village est super sympa. Il y a une toute vieille église romane super sympa à visiter à pied que vous pouvez partir de chez nous. Donc, il y a des petits restos. Donc, vous pouvez venir toute la journée sans problème. Venir le matin, repasser l'après-midi, venir prendre vos conseils. Il n'y a pas de souci. On est là pour vous aiguiller. Alors, on a toute la partie technique chez Aquiflore, qui sont les bâches, les pompes, les filtres, les systèmes d'oxygénation, d'éclairage, système pour l'électricité, mais on a aussi toute la partie vivant. Donc, on a les poissons, on est spécialisé en poissons d'ornement d'eau froide, donc tout ce qui est koi, poisson rouge, sarrasin, esturgeon, mais on a aussi un département où on s'est spécialisé dans les poissons indigènes. Alors, on a des goujons en saison, on a des vairons, des petites carpes, des rotangles, on a parfois des épinoches, donc ça dépend un petit peu de ce qui est disponible. Donc vous voulez faire une mare naturelle avec des poissons indigènes, pas de problème, on a tout ce qu'il faut. Et alors on a aussi un gros département sur les plantes aquatiques, donc vous avez plusieurs centaines de variétés de plantes aquatiques, que ce soit plantes de marais, de faible profondeur, de grande profondeur, et là on a toujours une ou deux personnes qui sont dans la pépinière et qui sont là pour vous aiguiller et pour vous permettre de faire les bons choix de plantes en fonction des bonnes profondeurs de plantation. Aquiflore existe depuis près de 30 ans et on a vraiment vu aussi une évolution, une tendance qui change gentiment sur la manière de créer un plan d'eau dans son jardin. Il y a 30 ans, tout le monde voulait une scène aquatique, un jardin aquatique un peu japonisant et très décoratif. Et aujourd'hui, avec le déclin de la biodiversité, on voit une nouvelle clientèle qui arrive au magasin, qui sont sensibles à la mare naturelle bâchée ou dans un sol naturel, et pour attirer essentiellement une nouvelle biodiversité, pour aider les grenouilles
les batraciens, les insectes, les libellules, etc. Alors, sachez que la population de la grenouille rousse, elle a chuté de près de 70% en 10 ans pour différents facteurs. Hein, elle est occupée à être supplantée par la grenouille rieuse, mais, et on l'entend justement chanter, la rieuse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros problème au niveau du maillage écologique. On a rebouché énormément de fossés, énormément de petites mares, de marécages. Et en créant dans vos jardins des petites pièces d'eau, on va recréer chaque fois un maillage écologique qui va permettre à la multiplication, à la reproduction des batraciens, des libellules et aider à favoriser de nouveau la reproduction de ces batraciens et de ces insectes. Donc c'est très important et vous vous rendrez compte en le faisant chez vous qu'une petite mare peut très vite attirer pas mal d'animaux, même les oiseaux vont revenir boire. On vient de terminer un chantier chez un client il y a 10 jours et le client était hyper étonné quand quelques jours il avait des grenouilles dans son étang. Donc vous verrez, une mare naturelle dans un jardin, c'est vraiment un point d'attrait pour la biodiversité et vous verrez que c'est vraiment hyper sympa et attrayant pour tout le monde. Pour créer une mare naturelle dans votre jardin, la première chose, si vous avez la chance, vous pouvez avoir un sol qui est de lui-même imperméable, mais c'est souvent pas le cas. Hein. Si vous faites un trou dans votre jardin, si l'eau reste dedans en été, évidemment, vous pouvez faire une mare naturelle dans votre jardin. Mais je pense que 95 fois sur 100, c'est pas possible. Donc il y a essentiellement deux grandes techniques pour créer une petite ou une plus grande mare naturelle. Petite mare naturelle, vous pouvez le faire avec des petits bassins préformés. Ça va de 150 litres jusqu'à plusieurs milliers de litres en bassin préformé. Et alors, la technique la plus utilisée, c'est la bâche. Mais choisissez une bâche de bonne qualité, une bâche en EPDM. C'est une bâche qui, elle, va durer plusieurs dizaines d'années sans problème, contrairement aux bâches PVC qui, elles, après une dizaine d'années, doivent être remplacées. Donc, pour créer une mare naturelle dans votre jardin, choisissez un emplacement, d'abord pas trop près de la maison pour que les insectes, les oiseaux, les batraciens ne soient pas trop effrayés non plus de la vie humaine, mais choisissez un petit endroit un peu isolé dans votre jardin. Si vous avez la place, n'hésitez pas à faire relativement grand, parce que beaucoup de gens, après avoir fait une pièce d'eau ou une mare naturelle, regrettent de ne pas avoir fait un peu plus grand. Donc, faites, et je vois que Corentin derrière moi sourit, parce qu'à mon avis, il est dans le cas. Une pièce d'eau, n'hésitez pas à faire plus grand. Beaucoup de gens commencent trop petits et doivent en faire soit une deuxième, soit recommencer la première. Alors, pour une mare naturelle, donc choisissez un emplacement ensoleillé ou mi-ombre, pas pleine ombre. Choisissez la dimension que vous avez besoin, faites le trou. Alors, l'idéal, avant de donner le premier coup de bêche, venez nous voir et on vous donnera tous les renseignements par rapport au palier de plantation, la manière de faire le périmètre du bassin, la taille de la bâche que vous devez prendre, etc., etc. Et on peut budgéter tout ça ensemble. Maintenant, à savoir que un bassin préfabriqué, on peut commencer à un petit 100 € pour des petits bassins, mais on reste sur des petits bassins d'une forme d'une baignoire, donc on n'est pas sur quelque chose de très grand. La bâche, vous allez tourner grosso modo autour des 12-13 € du mètre carré, puis il faut rajouter une feutrine. Ce sont des bâches qui sont en plein de dimensions. Sachez que ça existe en 3 mètres, en 4 mètres 27, 6 mètres 10, 7 mètres 62, 9 mètres 15, 12 mètres 20 et 15 mètres 25 sur des bobines de 61 mètres. Donc sachez que si vous prenez une 15-25 sur 61 mètres, vous faites calcul, vous faites presque une bâche de 1000 mètres carrés avec une pièce d'eau de 1000 mètres carrés avec une bâche en une pièce. Donc n'ayez pas peur, vous pouvez faire grand. Qu'est-ce que je peux encore dire par rapport à la bâche? Oui, pour comment calculer la taille de la bâche de votre bassin, il faut prendre la plus grande longueur en suivant le relief. On reprend 50 cm de part et d'autre et on fait la même chose dans la longueur et dans la largeur. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous venez avec les dimensions à plat, plus la plus grande profondeur et on vous dira ce qu'il faut sans aucun souci. Alors, ce qui est très important pour une mare naturelle, c'est de ne pas faire quelque chose de paroi verticale avec une seule profondeur. Ce qui est très important, et on le voit dans la pièce d'eau qui est ici, c'est de penser à des marches très peu profondes
qui vont vous permettre de faire des zones de marais qui est en soi quelque part la zone la plus importante pour la biodiversité. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir y mettre des plantations, parce que les larves de libellules vont pouvoir ressortir et venir monter sur les plantes et pouvoir passer du stade larvaire au stade libellule, parce que les insectes vont pouvoir venir pondre, parce que les grenouilles vont pouvoir y trouver refuge, et parce que, voilà, en mettant des plantes à fleurs, vous allez attirer les insectes mellifères aussi. Les oiseaux vont adorer venir dans des zones de marécage, ils vont venir se poser sur les plantes, ils vont venir barboter, ils vont venir même faire leur toilette. Vous allez voir, c'est super marrant de voir des petits moineaux qui gambadent, je veux dire, dans les zones peu profondes et qui se secouent, et vous avez l'eau qui vole en l'air, c'est super joli à voir. Les tritons vont venir d'eux-mêmes, et vous allez voir, en faisant une pièce d'eau, certainement 15 jours, vous allez vous dire, mais comment est-ce que ces animaux sont arrivés? Vous allez avoir des grenouilles qui vont arriver d'eux-mêmes, vous allez avoir des tritons terrestres qui vont venir d'eux-mêmes, surtout au printemps, les crapauds vont venir aussi pour se reproduire, et les libellules, vous allez les voir très rapidement arriver, mais n'oubliez pas qu'une libellule, pour arriver au stade libellule, va d'abord vivre dans l'eau pendant 2 ans, 3 ans au stade de larve. Donc, les libellules que vous voyez la première année, elles ne sont pas nées chez vous, elles sont nées ailleurs, mais elles aiment bien votre étang et elles viennent sur votre étang pour pondre leurs œufs et que leur descendance puisse arriver à cet endroit-là. Question fréquemment posée par les clients, c'est est-ce qu'un étang, une pièce d'eau, une mare demande beaucoup d'entretien? Alors, la mare naturelle, non, elle ne demande pas beaucoup d'entretien. Une fois qu'elle est créée, on la laisse aller. C'est elle vraiment qui va devoir trouver son équilibre. Peut-être qu'au départ, vous allez devoir aider un petit peu la mare naturelle à trouver son équilibre en y introduisant des bactéries nitrifiantes qui vont faire le cycle de l'azote et qui vont permettre au milieu de plus rapidement trouver son équilibre. Mais l'équilibre va surtout se trouver par les plantations. Au plus vous allez mettre de plantations, au moins vous allez avoir d'algues qui vont venir se développer parce que les plantes vont manger la nourriture que les algues vont avoir besoin. Donc, si les plantes mangent cette nourriture, ben, les algues ne vont pas se développer. En ayant beaucoup de plantes, vous pouvez sans aucun problème vous passer de système de filtration pour avoir de l'eau claire. À savoir qu'un système de filtration n'est pas toujours indiqué dans le cadre d'une mare à vocation 100% naturelle. Parce que votre filtration va absorber quand même des petits insectes, va absorber des larves, risque d'absorber des têtards et des choses comme ça. Donc, la mare naturelle, on la laisse aller de manière 100% autonome. Le seul appareil qui peut avoir vraiment une aide vraiment vitale au niveau de la pièce d'eau, c'est une pompe à air. Parce que la pompe à air va permettre d'avoir toujours suffisamment d'oxygène dans le bassin, mais surtout en hiver, cette pompe à air va empêcher la couche de glace de rendre le bassin 100% hermétique et va permettre aux batraciens qui, eux, vont hiverner dans le fond, de pouvoir survivre durant l'hiver. Parce que si on a un hiver qu'on a peut-être qu'une fois tous les 10-15 ans, mais si on a un hiver où la glace va prendre 10-15 cm d'épaisseur et va rester sur le bassin pendant 3 semaines, vous risquez, après la fonte de glace, de retrouver tous les batraciens morts parce qu'ils se retrouvent dans un milieu complètement carencé en oxygène. Donc, important, le seul appareil en mare naturelle, c'est la pompe à air qui, elle, doit tourner 24 heures sur 24. Ça aide franchement à l'équilibre du bassin. Maintenant, si vous n'avez pas de possibilité de mettre une pompe à air en hiver, on a les vieilles techniques, un fagot de bois, il existe des cloches en frigolite, à vous éventuellement de casser la glace, mais gentiment. Et si vous allez sur la chaîne d'Aquiflore, vous allez voir, j'ai un jour fait une vidéo avec une casserole d'eau chaude que vous posez sur la glace et vous allez voir, la glace va fondre et vous allez vous retrouver avec un beau trou et à vous de le garder ouvert le temps que la glace fonde. Mais c'est vraiment important. Une des périodes les plus critiques, c'est les hivers rigoureux. Là, franchement, pour les batraciens, c'est une catastrophe. L'entretien des plantes au niveau d'une mare naturelle, il y a 2 techniques. Mais voilà, la technique la plus favorable à la biodiversité, c'est de ne rien toucher jusqu'au printemps, avant que les nouvelles plantes ne poussent. Là, on en profite pour tout tailler avant d'avoir les nouvelles repousses. Maintenant, important, ne laissez pas trop de feuilles s'accumuler dans le fond du bassin, autrement vous risquez d'avoir un phénomène d'eutrophisation, c'est-à-dire que la décomposition de la matière organique risque de vous manger tout l'oxygène et de polluer complètement le milieu et vous allez avoir une eau qui se met à sentir. Donc, enlevez un maximum de feuilles ou mettez un filet
sur votre bassin 15 jours, 3 semaines, le temps que les feuilles des arbres tombent. La meilleure manière de mettre un filet sur une pièce d'eau, ce n'est pas de le tendre à plat. Vous mettez un petit piquet de part et d'autre, vous mettez un fil un peu comme une tente, les vieux modèles de tente, hein, pas les tentes qu'on ouvre comme ça. Vous mettez un piquet de chaque côté, une ficelle, et vous mettez votre filet un petit peu comme une toile de tente au-dessus de votre bassin. De cette manière, toutes les feuilles vont tomber sur les côtés et vous n'aurez plus qu'à utiliser votre souffleuse ou votre râteau pour ramasser les feuilles. Alors, les plantes, évidemment, on les entretient aussi. Si à un moment donné, elles prennent trop d'ampleur, hein, ici, ça commence à être le cas, on a de l'Odanthes là qui commence à prendre beaucoup de place, mais c'est de limiter, c'est d'enlever une partie. Attention de ne pas trop enlever, parce qu'il faut essayer d'avoir à peu près 30% de la surface du bassin qui est couverte par les plantes, ce qui permet d'avoir un équilibre et une espèce de phytoépuration. Donc, ce sont les plantes qui vont épurer le bassin, qui vont manger les nitrates et les phosphates, et ce sont les plantes qui sont le filtre naturel de votre mare naturelle. Quelle eau choisir pour remplir votre mare naturelle? Beaucoup de gens vont penser que l'eau de pluie, c'est la meilleure solution. Budgétairement parlant, oui, c'est la meilleure solution, mais pour l'équilibre du bassin, c'est certainement pas la meilleure solution. Éventuellement, une mare naturelle, on peut faire moitié-moitié, de l'eau du robinet, de l'eau de pluie. L'idéal, c'est de remplir votre mare naturelle avec 100% d'eau de ville, non adoucie, parce qu'on a besoin de sels minéraux. On a besoin de calcaire, les plantes en ont besoin pour se nourrir, et les batraciens, les escargots en ont besoin pour faire leurs coquilles. Et alors, une chose dont on n'a pas parlé, par exemple, ce sont les anodontes, les moules d'eau douce. Elles ont besoin d'une eau aussi un peu chargée. Ça, on pourra vous les montrer après. On a des moules, des anodontes qui ne sont pas comestibles, mais qui sont des filtres naturels. Une belle moule de cette taille-là peut vous filtrer entre 50 et 80 litres d'eau par jour. Et donc, elle a aussi besoin de sels minéraux pour créer sa coquille. Donc, de l'eau du robinet non adoucie. Donc, si vous avez un adoucisseur, vous l'éteignez, vous le bypassez, c'est le mieux. Maintenant, si vous n'avez pas de possibilité de bypasser votre adoucisseur, venez avec un peu d'eau après avoir rempli et on testera les duretés et on pourra vous donner les produits pour remonter ces paramètres et avoir une dureté qui est bien équilibrée. La différence qu'il y a avec un étang naturel, et c'est là où beaucoup de gens se trompent, c'est qu'un étang naturel sans bâche, lui, est en contact avec le sol. Donc, ce sont des sources qui arrivent, soit par des petits ruisseaux, soit par des sources souterraines. Et cette eau-là, elle a eu le temps de se charger en sels minéraux. Et il faut savoir que l'eau du robinet, ben, ce n'est rien d'autre que de l'eau de sol, de l'eau de forage, qui, elle, s'est chargée naturellement en sels minéraux. C'est pour cette raison-là que l'eau de ville est la plus adaptée pour votre mare naturelle. Au niveau du choix de vos plantations, ben, ça va dépendre essentiellement des différents paliers que vous avez faits dans votre mare naturelle. On a des plantes qui sont, on va dire, zone 1, zone 2, zone 3, donc en fonction des profondeurs de plantation. Donc vous avez des plantes qui peuvent aller sous l'eau et d'autres qui ne peuvent pas aller sous l'eau. Ça, c'est déjà la grosse différence. Si je prends par exemple une plante comme celle-ci, qui est la Preslia cervina, hein, et qu'on regarde l'étiquette de la plante, je vais essayer de la montrer. On la voit bien? Oui. Hop là, je l'ai lâché. Donc la profondeur de plantation, c'est -5, -10. Et c'est une plante qui va monter à 30 cm de haut. Qu'est-ce que cela veut dire -5, -10? Si ma main est le niveau de l'eau, donc le niveau 0, c'est ceci. -5, c'est 5 cm d'eau au-dessus du collet de la plante. Et -10, ben, c'est 10 cm d'eau au-dessus du collet de la plante. Ça, c'est pour les plantes qui peuvent être immergées. Si je prends, ici, on va prendre par exemple une plante, celle-ci qui est la Carex. Hein, celle-ci, c'est, il faut que je prenne mes lunettes parce que je n'ai plus des bons yeux, voilà. C'est +5, -5, et là je m'explique, +5. Si ma main est le niveau de l'eau, c'est une plante qui va accepter une tolérance d'être 5 cm au-dessus du niveau de l'eau jusqu'à 5 cm en dessous du niveau d'eau. Beaucoup de gens ont des plantes qui meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'utilisent pas la bonne profondeur de plantation. Si vous mettez une plante qui doit être à +5, mais que vous la mettez à -5, je lui donne pas 2 mois et elle est morte.
Donc c'est vraiment hyper important de bien respecter les profondeurs de plantation. Alors tant qu'on parle de profondeur de plantation, je vais vous expliquer un peu les paliers de plantation. Donc pour mettre une plante comme celle-ci, qui doit être à plus 5, -5, vous avez besoin d'un palier de plantation qui va lui être, grosso modo, une profondeur d'eau de 15 cm, 15 à 20 cm. Pourquoi? Parce qu'on utilise, et suis-moi, je vais te montrer, et je vais vous montrer, on utilise des paniers de plantation. On utilise des paniers de plantation. Vous voyez, ce panier-ci, il fait plus ou moins 10 cm de haut. Si je mets la plante dans le panier, vous allez devoir la mettre, on va dire, à -5. Eh bien, il vous faut, pour que le panier repose sur le fond du palier, grosso modo, une quinzaine de centimètres de profondeur. Donc, quand vous créez votre bassin, c'est important, soit on travaille en choisissant ces plantes avant et on crée les paliers pour les plantes qu'on va mettre, ou alors vous arrivez avec un plan de votre bassin avec les profondeurs et on sera obligé de choisir les plantes en fonction des profondeurs que vous avez créées. Mais beaucoup de gens oublient les paliers de faible profondeur alors que c'est dans ces zones-là que, je dirais, 70 à 80% des plantes vont aller. Donc important, créer des profondeurs de plantation différentes. En règle générale, moi je dis vous faites des paliers à -15, -20, vous faites des paliers à -40, -50 et puis on descend autour des 80, voire 1 mètre de profondeur. En mare naturelle, pas besoin de descendre hyper profond. Même si vous avez une profondeur de 60 cm, seulement il y a moyen de créer une mare naturelle, sans aucun problème. Mais il faut privilégier les zones de faible profondeur, surtout en mare naturelle. Alors, en plantation, par exemple celle-ci, la Carex pseudo-cyperus, c'est une plante indigène. Donc si vous venez chez nous et que vous avez vraiment l'idée de travailler uniquement avec des plantes indigènes, sur chaque étiquette de plantation, vous avez de toute façon les zones de plantation qui sont mises, la profondeur à laquelle la plante va être plantée, la hauteur à laquelle la plante va pousser, sa période de floraison et l'ensoleillement au mi-ombre. Alors, sur les plantes indigènes, nous on a apposé un petit sticker plante indigène, ce qui vous permet plus facilement de faire votre choix si vous voulez rester dans les variétés indigènes. En plantes épuratrices, on choisit un peu le terme qu'on veut. On a ici par exemple une table complète, voire deux, qui sont les plantes vraiment pour lagunage, pour phytoépuration. Donc vous avez l'Ipuris, vous avez les Sagittaires, vous avez le Phragmite. Alors Phragmite, attention, c'est une plante qui a des rhizomes hyper puissants. Voilà, il suffit de le voir ici, on le voit bien. C'est hyper solide. Alors à savoir que si ce petit rhizome va à un moment donné se coincer dans un pli de bâche, ce rhizome est tellement puissant et pointu ici au bout qu'il est capable de passer à travers les bâches. Donc faites attention où vous le plantez, ou alors vous le plantez dans des contenants de manière à ce qu'il reste localisé à certains endroits, ou alors plantez loin des bords de bâche. Alors les autres plantes épuratrices, vous avez aussi toutes les variétés de massettes, tous les typhas, vous avez les acorus, vous avez encore toutes les variétés de scirpus, vous avez le sparganum, donc ça sont vraiment toutes des plantes épuratrices qui ont vraiment un pouvoir important de phytoépuration. Sachez qu'il existe aussi quelques plantes aquatiques comestibles. Je vais vous donner une liste qui n'est pas exhaustive, mais on a la menthe aquatique, on a la fleur de l'hibiscus, on a la châtaigne de la trapanatans, on a éventuellement aussi les bulbes des sagittaires. Il y en a certainement d'autres, mais voilà, comme ça vous avez ça dans le coin de la tête, qu'il y a certaines plantes aquatiques que l'on peut manger. Alors une plante que peu de gens connaissent, la vanido, Aponogeton distachios, qui est une superbe fleur. Beaucoup de gens disent que ça ressemble à une orchidée. C'est une plante qui va fleurir 2 fois par an, une fois au printemps, une fois en automne, et qui même va avoir tendance à disparaître en été. Alors, sachez que, en plus de ça, elle est comestible. En Afrique du Sud, on en fait un ragoût traditionnel. Essayez et vous m'en direz de nouvelles. Pour ceux qui aiment les plantes qui sont odorantes, la vanido est vraiment un must. Santé. Non, plantez-en chez vous et puis vous m'en direz des nouvelles aussi.
Alors sachez que la vanille d'eau, si vous arrachez toutes ces fleurs, elle ne va pas se multiplier. Par contre, si vous laissez les fleurs arriver à maturité, vous verrez la fleur va devenir verte et au milieu de la fleur, vous allez avoir plein de petites graines qui vont apparaître. Laissez bien cette fleur aller jusqu'au bout de sa maturité, toutes les petites graines vont tomber et si vous avez un fond qui est propice avec un petit peu de vase, ces plantes vont se multiplier et vont vous donner en quelque temps un très beau massif de vanille d'eau dont vous pourrez encore en manger un peu plus. Et au niveau odeur, franchement, c'est un must tester. Une chose importante que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que la période de plantation des plantes aquatiques est tout à fait à l'inverse des plantes terrestres. Les plantes terrestres, on va les planter en période de repos végétatif, alors que les plantes aquatiques, ça va plutôt se planter en pleine période de croissance. Donc la bonne période pour planter des plantes aquatiques, ça va aller essentiellement du mois d'avril-mai jusqu'au mois de septembre. Cette année-ci, on a encore une belle arrière-saison en septembre, donc on peut encore un peu planter. Mais vous voyez, les plantes sont déjà occupées à changer de couleur. Elles sont déjà occupées à rentrer en période hivernale, période d'automne d'abord. Et donc, l'idéal, c'est avril-mai jusqu'à septembre. Ça, c'est vraiment la bonne période. En hiver, ne plantez pas de plantes aquatiques. Vous n'allez rien gagner. Et même, ne plantez pas trop tôt en saison. Il vaut mieux attendre mai-juin, qui sont vraiment les 2 mois et les top périodes pour planter des nouvelles plantes dans vos bassins. Alors, pour les amateurs de mares naturelles, on s'est aussi spécialisé en poissons indigènes. Sachez que l'idéal en mare naturelle, si vous voulez favoriser la biodiversité complète, c'est pas de poissons, parce que les poissons vont manger des larves, vont manger des microbatraciens, ça va pas donner la chance à tous les batraciens. Mais si vous voulez quelques petits poissons pour nettoyer le fond, on a des goujons, on a aussi des vairons, on a des petits rotangles, on a des petites carpes, des carpes herbivores. Qu'est-ce qu'on a encore en poissons indigènes? On a des rotangles. Donc en saison, évidemment, là maintenant, on est un peu en arrière-saison, donc on n'est plus full stock au niveau poissons. Mais on a aussi donc tout un département de poissons indigènes si vous voulez rester complètement dans la philosophie biodiversité et rester dans tout ce qui est indigène, donc de chez nous. Alors, petite chose que peu de gens connaissent aussi, la moule d'eau douce, l'anodonte. Donc c'est un mollusque qui vit uniquement en eau douce et en eau calme souvent, même si on a aussi, par exemple la semois en est remplie aussi, mais des plus petites. Mais vous pouvez les introduire non pas dans un bassin tout nouveau, attendez que votre bassin s'équilibre et qu'il y ait un petit peu de vase dans le fond. L'anodonte adore et c'est un filtre naturel, donc il peut filtrer entre 50 et 80 litres d'eau par jour. Elle n'est pas comestible, donc ne la mangez pas, vous risquez d'avoir un petit souci après. Et alors à savoir que si vous avez un poisson naturel indigène de chez nous qu'on appelle la bouvière pour se reproduire a besoin de l'anodonte, parce que la bouvière vient pondre ses œufs dans l'anodonte. Donc sans anodonte, pas de reproduction de bouvière. Donc l'anodonte, filtre naturel, intéressant à mettre dans les mares naturelles. Donc comme vous avez vu, donc vous voulez faire une mare naturelle pour attirer la biodiversité, vous pouvez venir en magasin, on vous aidera de A à Z, on vous donnera tous les conseils et on peut vous fournir bien sûr tout le matériel qu'il faut et les plantes et les poissons pour le réaliser. Maintenant, vous avez envie de faire un jardin aquatique, un bassin plus décoratif à vocation pour des poissons d'ornement, comme les koi que vous voyez ici. Vous voyez, je les nourris, vous allez voir, ils viennent directement. Et on a tout ça, donc on a des koi qui vont de 5-6 cm jusqu'à 80-90 cm. Vous allez voir, je vais vous montrer les gros bébés du magasin. Oui, alors ils sont quasi domestiqués et ils viennent manger dans la main. Donc, n'hésitez pas non plus à liker et à suivre les liens qui sont en dessous sur la vidéo. Et au plaisir de vous voir chez Aquiflore. Merci beaucoup Nicolas pour le temps passé avec nous. Salut les permapotes! Au revoir!